Chronologie des opérations. On a vu, vive la donation efface la plus-value. Mais aussi la donation efface une plus-value en report d'imposition dès lors que le donataire conserve les titres 5 ans. Voilà où nous en sommes, donc stratégie d'optimisation fiscale en ce qui concerne la fiscalité du chef d'entreprise. Chronologie des opérations, apport à une holding, puis donation, ou l'inverse. Alors on suppose que la holding est à l'IS d'abord, et ensuite la holding est à l'IR. Et on a vu que le choix entre IS ou IR résulte essentiellement des objectifs du client, notamment. On verra ensuite quelle est la position de l'administration fiscale et du comité d'abus de droit fiscal. Et on verra aussi les stratégies d'affectation du résultat, mais attention, toujours, dès lors qu'une opération conduit à des économies fiscales, il faut s'interroger sur le risque de l'abus de droit fiscal. Il est impératif que les motivations économiques l'emportent sur les considérations fiscales. C'est toujours la même règle. Et on verra quelle est la position de l'administration fiscale et de la jurisprudence sur ces opérations. Mais méfiance. Attention à la chronologie des opérations, rappel des enjeux, je vends puis je meurs, j'ai 2 impôts. Alors que je fais l'inverse, non seulement la donation efface la plus-value, mais si je peux en plus pratiquer un abattement de 75% du trade, eh bien là, c'est le plus agréable puisqu'on arrive à 95 000 € au lieu de 2,5 millions. Que choisissez-vous? Simplement, il faut 6 ans devant soi, puisqu'en contrepartie de l'avantage du trade, il y a un engagement de conserver les titres 6 ans, voire 4 ans si j'ai un enfant repreneur et que les conditions de l'engagement collectif sont réunies. Rappel, 2 sortes de mutations, les mutations à titre gratuit, donation, succession, et les mutations à titre onéreux, vente, apport, échange. Pour les mutations à titre gratuit, je suis redevable, des droits de mutation à titre gratuit, donc des opérations, avec l'abattement de 100 000 et de 5 à 45% au-delà d'1,8 million. C'est ce qui fait le plus mal, ce sont les droits de mutation à titre gratuit, c'est sûr. Mais on a encore un dispositif qui dit que la donation efface la plus-value 150 0D. Par ailleurs, on a les mutations à titre onéreux qui entraînent l'IPV, l'impôt sur la plus-value. Et on est sûr d'une chose, c'est qu'on va mourir. Donc, c'est sûr qu'il y aura les droits de mutation à titre gratuit. Le fait générateur de l'impôt sur la plus-value, c'est la date de transfert de propriété, et on a une distinction entre actions et parts sociales. En ce qui concerne les actions, ça peut être déterminant dans les opérations de donation-cession. Pour les actions, c'est la date de l'inscription sur le registre des mouvements de titres. Bon, encore faut-il se ménager la preuve dans la chronologie des opérations, quand les opérations sont rapprochées. Et pour les parts sociales, c'est l'accord des parties. Encore faut-il le matérialiser. Alors on le matérialise par l'accord des parties pour ce qui concerne les parts sociales, bien par le dépôt des statuts modifiés auprès du greffe. Ou alors, quand je suis très pressé, je le fais constater éventuellement par un officier ministériel. Dans les stratégies donation-cession, par exemple. Donc, choisir la bonne chronologie des opérations. Donation-vente ou apport, mutation à titre onéreux. La donation qui précède la vente est la meilleure voie fiscale parce que la donation efface la plus-value. En plus, donc, on peut cumuler avec le du trade. Alors que l'inverse, c'est plus difficile, sauf l'apport-cession. 150 0 Peter, que tout le monde connaît, n'est-ce pas? Donc, vente ou apport, puis donation ou décès,
bien je vais avoir l'imposition de la plus-value, sauf si la plus-value est en report d'imposition. La donation efface la plus-value en report d'imposition dès lors que le donataire conserve les titres 5 ans, voire 10 ans s'il y a eu un réinvestissement en capital risque. Et la donation ensuite, on va avoir les droits de mutation à titre gratuit sans Dutreil, puisque l'entreprise a été vendue. Le Dutreil ne peut s'appliquer que sur une entreprise opérationnelle, détenue directement ou indirectement. Un impôt ou deux? À vous de choisir. Donc, vente, donation, deux impôts. IPV plus DMTG, sans Dutreil. IPV, sauf si apport en report d'imposition à une holding contrôlée. Ou alors, un sursis d'imposition si je ne contrôle pas la holding. Donation-vente, alors, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Donc, attention. Puisque quelquefois, on voit les chronologies, pour optimiser la fiscalité, il faut donner. Ben oui, mais moi je dis aussi, vous pouvez tout donner à l'État également. Vous optimisez la fiscalité. Bon, donc il faut arrêter, il faut dire, on donne, mais on garde. Alors, on ne dit jamais, on donne et on garde, ça ne se dit pas, parce que ça c'est de l'abus de droit fiscal. Mais si je donne le capital, et c'est ça la transmission, c'est le capital, essentiellement, mais que je garde, le donateur conserve le pouvoir et le droit financier, voilà, c'est ce qui importe. Alors, quelquefois, les spécialistes me disent, mais c'est de l'abus de droit. Changez, tiens, je viens de l'avoir, changer les statuts pour éviter la perte des pouvoirs de l'usufruit, parce que les pouvoirs de l'usufruitier étaient statutairement limités à l'affectation pour le Dutreil juste avant une donation du Dutreil, c'est de l'abus de droit fiscal. Je dis, il faut arrêter. Voilà. Ça, c'est ceux qui ne savent pas en général. Mais dès lors, il faut impérativement que les motivations économiques l'emportent sur les considérations fiscales. Je ne fais pas une transformation en SAS avec organiser la gouvernance pour rééchapper à la perte des pouvoirs de gestion, de l'usufruitier. Et je rappelle qu'il n'y a pas de nécessité, au contraire, faites attention, il n'y a pas de nécessité de recourir au démembrement de propriété, à l'usufruit, pour percevoir un dividende inégalitaire. Voilà. C'est pas moi qui les ai inventés, les actions de préférence. Mais ici, c'est bien parce que la donation efface la plus-value. Et on va voir toutes les chronologies. Donc, on donne le capital, mais on conserve le pouvoir, les revenus, et s'il s'agit d'une société civile, la jouissance. On a vu qu'une société civile, si les statuts l'ont prévu, peut mettre à la disposition de ses associés, gratuitement, le patrimoine, tout ou partie du patrimoine qu'elle détient. Chronologie donation-vente ou vente-donation. Donc, donation-vente, la chronologie c'est donation, apport à société, puis vente. Apport à société pour que les enfants détiennent indirectement les titres de la société opérationnelle qui a été apportée. Les enfants ne sont que propriétaires d'une holding. Je donne aux enfants, les enfants apportent à la holding, alors je garde des préférences toujours, vous me connaissez maintenant. Ils apportent à la holding, ici à l'IR ou à l'IS, puisque la donation efface la plus-value, les enfants sont rémunérés par des parts de la holding. Je souscris quelque part en pleine propriété de préférence. Et ensuite, la société peut ultérieurement vendre les titres. La holding vend les titres de la société opérationnelle. Et on a vu différentes stratégies. Vente à qui? Ça peut être vendre à un investisseur extérieur. Ça peut être vendre à la holding de l'enfant repreneur. Ça peut être vendre à soi-même également, pour obtenir des liquidités. Ou alors la deuxième chronologie, vente-donation. Donc c'est plutôt, d'abord, c'est plutôt apport à société en report d'imposition, donc c'est forcément ISIS. Puis on donne les titres de la holding. Là, on peut éventuellement recourir au démembrement de propriété.
Et on a vu que, et on reviendra, que ne jamais commencer par du démembrement de propriété avec du trail, hein, avec les inconvénients qui vont en découler. Donc ici, j'apporte à une holding, la holding signe un pacte du trail, hein, puisqu'on a vu dans le pacte du trail que c'est la société interposée premier niveau qui doit signer le pacte du trail. Comme la holding vient d'être créée, elle ne peut pas être animatrice. C'est une faute professionnelle que de faire signer un pacte du trail sur les titres de la holding, dont la preuve de l'animation n'a pas été apportée. Je souligne ça parce que j'ai un cas en cours. Hein. Voilà. J'ai pas de preuve, donc elle n'est pas animatrice. Ah, j'ai les conventions de service. Non, ça suffit pas. Voilà. Ensuite, donc, je donne les titres de la holding, pleine propriété ou nue propriété, c'est pas grave, parce que c'est vrai que là, le pouvoir de l'usufruitier doivent être également limités à l'affectation des bénéfices, y compris quand la société opérationnelle est détenue par une holding. Et ensuite, eh bien, la holding, après les 6 ans du trail, peut vendre. Du trail ou pas du trail. S'il n'y a pas de trail, la vente peut avoir lieu juste après l'apport. Il va falloir se ménager la preuve de la chronologie des opérations. La holding est à l'IS ou elle est à l'IR. IR, bien de jouissance. Profiter de la vie. IS, capitaliser. Pas faire des économies, mais reporter l'imposition en espérant que la rentabilité des placements sera supérieure à l'économie fiscale. Bah. À l'économie de trésorerie, plutôt, puisqu'il n'y a pas d'économie fiscale. Donc, si la holding est à l'IS, j'ai forcément 2 chronologies possibles. Bien, on a l'apport en report d'imposition, puis la donation des titres de la holding, et ensuite vente. Alors je parle toujours de la vente, parce qu'à un moment donné, il faut se poser la question. Enfin, profiter de la vie. Voilà. Donc, où est le cash? Où sont les liquidités à la sortie, hein? Ou alors, la chronologie également inverse, si la société toujours est à l'IS, mais personne n'y pense, donation, apport, vente. Voilà. Et tout le monde, et voilà, vous voyez, à force de parler du 150 better, tout le monde l'a à la bouche et personne ne pense à la chronologie inverse. Je sais bien, j'ai un client expert comptable depuis maintenant à mes formations depuis presque 30 ans. Il me dit, ah oui, je ne pensais jamais à l'inverse. Tiens, voilà. C'est plus simple. Pourquoi? Parce que je n'ai pas les contraintes du report d'imposition. Ça, c'est sûr. Mais ce n'est pas encore rentré dans les mœurs que la donation est la meilleure arme de défiscalisation. Non seulement ça, mais on avait vu que plus je transmets des titres à mes enfants, plus je favorise la reprise de l'entreprise. Parce que si je ne les ai pas jamais mis au capital de l'entreprise, pour eux, l'entreprise familiale, c'est complètement abscon, c'est complètement abstrait. Donc, je rends concret, et vous connaissez maintenant que je propose aux clients de mettre les enfants, majoritaires ou minoritaires, mais au moins directement au capital de l'opérationnel, pas forcément uniquement de la holding. Ou alors la holding est à l'IR, il n'y a qu'une seule chronologie possible, sauf si les titres apportés sont en moins-value, mais on suppose qu'ils sont en plus-value, et ici, une seule chronologie possible, la donation. Et ici, attention, pas commencer par une donation de la nue propriété, parce que la donation de la nue propriété n'efface que la plus-value relative à la nue propriété. Il faut donner la pleine propriété. Si c'est avec un du trail, on a vu que bien, les droits de mutation à titre gratuit du trail peuvent être inférieurs à ceux d'une donation en nue propriété grâce à la réduction de 50% pour une donation en pleine propriété avant 70 ans. Voilà. Mais je n'ai pas les contraintes non plus de la perte des pouvoirs de gestion réservés à limiter à l'affectation des bénéfices de l'usufruitier. Je donne la pleine propriété sous la condition, alors il faut mettre la condition dans l'acte de donation, donc j'accompagne la donation d'un pacte adjoint au don manuel, hein,
qui oblige, alors il faut regarder si est-ce que les enfants sont très petits ou est-ce que dans les 6 ans, ils risquent d'être majeurs. Mais quand bien même, il est impératif que la holding de l'enfant soit créée au moment de la donation. Pourquoi? Parce que on pourrait me reprocher que, en fait, j'ai donné, mais je reprends. Je donne et j'impose à l'enfant ensuite d'apporter à une société alors que ce n'était pas prévu dans l'acte de donation. Je suis en train de changer les règles de la donation. Donc là, je suis en plein risque de qualification en réappropriation, avec la pénalité de l'abus de droit fiscal de 80%. On verra tout ça après. Donc, voilà. Je crée la société de l'enfant ou des enfants. Et puis, d'ailleurs, j'aime bien quand la société, la holding de l'enfant détient déjà une part de la société opérationnelle, qu'elle soit déjà associée. Vous voyez, comme ça, je montre tout. Je ne cache rien à l'égard de tout le monde. C'est pas grave. Donc, la société de l'enfant détient une part, et d'ailleurs, si c'est possible, s'il y a un pacte du trail, bien sûr, hein, je lui fais signer le pacte du trail. Voilà. La holding de l'enfant sera signataire du pacte du trail. Je donne la pleine propriété, et s'il y a un du trail, l'apport ne pourra se faire qu'après le pacte du trail. On avait vu qu'au cours de l'engagement du trail, il est possible d'apporter à une holding, mais à une holding du trail, avec les contraintes. Ici, si je fais apport à une holding à l'issue du pacte du trail, je n'ai plus les contraintes de la holding du trail. C'est mieux. Alors, il faut avoir de la patience. Et il peut y avoir une plus-value, puisque la donation initiale a effacé la plus-value depuis la création de la société ou son acquisition, mais si j'apporte après 6 ans, il est vrai qu'il peut y avoir une plus-value entre la donation et la vente. Alors, on peut, mais ce n'est pas l'objectif forcément, il y a des opérations qui permettent d'écraser cette plus-value entre la donation et la vente, mais ce sont des opérations à finalité économique, pas fiscale, en tout cas. Et on avait vu que l'un des moyens, c'est lorsque j'ai une holding pour un enfant repreneur, c'est de distribuer inégalitairement le dividende au profit de cette holding à l'IS de l'enfant repreneur, afin que la holding puisse plus facilement acquérir les titres auprès des frères et sœurs. Donc, si je distribue massivement un dividende pour financer l'acquisition, eh bien, je contiens la valeur de la société opérationnelle. Et à l'issue du pacte du trail, donc on apporte, on peut faire apport et ensuite vente. Est-ce que tout est clair? Oui, très bien. Oui? Bon. Pardon. Donc, première chronologie, donation, apport, vente. H à l'IR ou H à l'IS. Donation de la pleine propriété des titres de F. Apport de F à la holding H. Alors, je transforme je transforme très souvent, bien sûr, les sociétés, enfin les statuts des sociétés, de telle sorte que je mets des actions de préférence. Toujours. Voilà. Et je fais en sorte que les parents détiennent directement les titres de la société opérationnelle, parce que pour moi, une holding, c'est qu'une holding, c'est que du papier. Hein. D'ailleurs, la holding, un motif de création, c'est souvent pour éloigner les investisseurs extérieurs. Je dis quand un investisseur veut rentrer directement au capital, je dis au client, non, jamais, vous les repoussez dans une holding. Donc, c'est pour ça que la richesse, c'est la société opérationnelle. Chez moi, il est impératif, et d'ailleurs, notamment également pour la signature d'un pacte du trail, que le chef d'entreprise détient directement des actions ou des parts sociales, mais ici des actions de la société opérationnelle.
toujours. Et si possible, des actions de préférence. Les enfants qui ont reçu les titres, donc on a payé les droits de mutation à titre gratuit, éventuellement avec l'application du Dutreil, et s'il y a un Dutreil, après 6 ans, il peut y avoir apport à une holding ici, à l'IR ou à l'IS. Si c'est H à l'IR, on aura impôt sur la plus-value entre la donation et l'apport. Et ensuite, H à l'IR vend les titres de la société opérationnelle. Et à ce moment-là, les liquidités sont dans la société civile à l'IR. Elles sont directement disponibles. Voilà. Et ce schéma-là, ben, personne ne y pense. Voilà. Tout le monde est dans la possession. J'en sais quelque chose, hein, là. Bon. Donc, donation de la pleine propriété, même pas peur, puisque je conserve des actions de préférence. Donc, c'est vrai que ces schémas-là est indissociable avec la connaissance sur comment rédiger les statuts afin de conserver les pouvoirs, hein. Parce que sinon, le chef d'entreprise, il ne veut jamais faire ça. Il ne veut jamais donner, parce que donner, c'est mourir. Et ici, ben, les liquidités qui sont dans la holding à l'IR, elles sont entièrement disponibles. Certes, les enfants sont majoritaires en capital, je suis minoritaire en capital, mais majoritaire en droit de vote et en droit financier. Alors, la société civile pourrait même faire, si les statuts l'ont prévu, hein, eh bien, un prêt à moi-même que je rembourserai à mon décès. Alors, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que ce que je préconise aux clients, ce n'est pas d'avoir des liquidités puis de vivre avec. Parce que si le chef d'entreprise vit avec les liquidités qui sont dans la société civile à l'IR, pour moi, ça ne fait aucun doute qu'il y a une qualification en réappropriation des biens donnés par le donateur. Donc, mais ça n'empêche pas, puisqu'on verra qu'un arrêt du Conseil d'État écarte l'abus de droit fiscal, quand bien même il y a eu un compte courant débiteur au profit de l'associé fondateur. Non, ce compte courant avait été remboursé au moment de l'appréciation par le juge. Et vous voyez que c'est bien. Et vous voyez que, contrairement à si la holding est à l'IS, ben, si les liquidités sont à l'IS, à la sortie, ben, c'est l'IS, quoi, enfin, le PFU. Et si c'est à l'IS, on peut toujours acheter un bien de jouissance, mais ce bien-là, bien, on aura deux punitions. On aura un loyer fictif, l'invention d'un loyer, et puis on aura aussi l'imposition de l'associé en tant qu'avantage en nature. Donc c'est pour ça que partez toujours des objectifs du client, hein. Ça, c'est la règle, hein. Donc pour moi, les premières questions que je pose aux clients, et d'ailleurs, souvent ils me disent « Ah, qu'est-ce que je vous envoie, mes statuts, tataté ?» Je dis « Non, rien du tout. Je ne veux pas être pollué par des écrits. Donc moi, je vous écoute tout simplement, c'est moi qui pose les questions. » Voilà. Et c'est là où j'aurai une orientation, soit IR, soit IS, ou les deux d'ailleurs, hein. Moi j'aurais une question. Oui, bien sûr. Sur la sortie des liquidités de la SCI à l'IR, vous l'avez expliqué, donc ils font un compte au courant débiteur avec un remboursement au moment du décès. Mais comment le Alors, attendez, ça c'est le cas extrême, hein. Comment le chef d'entreprise en fait il peut bénéficier des liquidités qui sont dans la SCI à l'IR? Ben, disons que, alors, oui, alors, c'est pas pour aller au restaurant, mais imaginons que la société civile décide d'investir dans de l'immobilier locatif, par exemple, et par le jeu d'une répartition inégalitaire, bien, le dirigeant peut prélever l'essentiel du dividende. Il peut y avoir, je termine juste, après je vous écoute. Attention aussi que dans une société civile, le résultat distribuable est constitué également par les plus-values. Alors la plus-value, au moment juste de l'apport, elle est nulle, mais elle peut être conséquente ensuite, et cette plus-value-là, qui est décidée bien sûr par le gérant,
c'est lui qui décide de gérer librement le patrimoine, si c'est inclus dans l'objet social, eh bien, cette plus-value peut être appréhendée par une distribution inégalitaire de dividendes. Le coût du prêt, les comptes courants débiteurs, c'est le cas extrême, hein. C'est vraiment le cas extrême, et quand je pousse le bouchon un peu loin, en disant sur 30 ans après, ça sera remboursable à son décès, attention à la formalisation du prêt également. Bon, là, c'est vrai, mais j'ai pas rencontré aujourd'hui des situations qui justifient cet acte, hein. D'accord. Et Allez-y. si dans la SCI, si dans la société civile, par exemple, il ne veut pas d'immobilier, notamment pour éviter d'augmenter son IFI, mais il préfère avoir, je dis une bêtise, un contrat de capi. Oui, excellent. Il fait des rachats sur le contrat de capi. Oui, alors il faut prévoir dans les statuts... Pardon? Voilà. Excusez-moi, je ne vous ai pas écouté. Il qui arrive sur, la trésor de la société civile, et là, il veut pouvoir les récupérer. Alors, attention, si vous dites récupérer, c'est de la réappropriation. Et justement, alors, il voudrait les distribuer. Comment on peut faire pour que, Alors, merci. Alors, c'est une question de rédaction des statuts, et merci, hein. Mais vous avez deux jurisprudences, parce que dans une société civile, vous avez la liberté de définir ce qui fait partie du résultat. Et donc, quand je rencontre ces situations-là, je le mets toujours, souvent d'ailleurs dans les statuts, c'est une clause de style. Quand il y a des contrats de capitalisation, eh bien je dis que le résultat se compose également des rachats effectués sur le contrat de capitalisation. Et comme il s'agit du résultat, alors j'ai une jurisprudence assez récente, il y a 2 ans, j'en ai encore une plus ancienne, mais je ne pourrais pas vous dire quand, l'administration fiscale a vu ça, et elle a voulu taxer éventuellement eh bien, les rachats en tant que plus-value là-dessus. Et elle était déboutée par le juge. Mais voilà, donc les contrats de capi, c'est ce qu'il y a de plus intéressant fiscalement, hein, puisqu'on a une imposition équivalente à celle de l'assurance vie sur les produits, donc pratiquement uniquement fiscalité que sur les intérêts. Et donc, ouais, c'est le top. Encore faut-il obtenir une rentabilité, évidemment, hein. Voilà. Mais c'est vrai que c'est le top. Pour la personne qui est attachée à la fiscalité et qui ne veut pas investir dans l'immobilier, les contrats de capi dans une société civile, vous combinez les avantages de la société civile qui sont plus intéressants en termes de transmission que de l'assurance vie, hein. J'ai fait une vidéo comparative qui fâche certains et qui fâche notamment les assureurs, et je me demande pourquoi. Mais l'idée, c'est qu'en même temps, eh bien, je profite de la position équivalente avec les contrats de capi. À un moment donné, j'intervenais auprès d'une grande compagnie et je leur fais la démonstration qu'il est plus intelligent pour le client de faire souvent de la contrat de capi dans une société civile que de l'assurance vie. Et je dis, puis moi, naïf, je leur dis, de toute façon, c'est la même rémunération, contrat de capi, assurance vie. Et les agents me disent, ah non, nous, on n'est pas rémunérés pareil, on est bien mieux rémunérés sur l'assurance vie. Et je dis, je sais pas, enfin, après, vous êtes en conflit d'intérêts, mais donc, et ils n'ont jamais fait appel à mes services ensuite. Bon, je peux comprendre. Est-ce que j'ai répondu? Oui, merci. J'avais juste une question par rapport à la plus-value après l'apport dans MSC. Oui. Je n'ai pas bien compris. Par rapport à l'usufruitier, non pas l'usufruitier, par rapport à le donateur en fait. Oui, c'est ça, c'est le donateur en fait qui a des parts de préférence. Oui. Qui peut en fait se servir des plus-values. Alors attention, se servir des plus-values, ça veut dire quoi? Justement, j'ai pas bien compris, pour ça j'arrive même pas à poser ma question. Bon, d'accord, merci. Alors, l'idée, hein, on est dans la chronologie donation, apport, vente. Donc, au plan fiscal, vous avez compris, hein, mais après, il faut regarder du point de vue économique. Donc, je commence par une donation de la pleine propriété, et sous condition que le donataire apporte à telle société préalablement constituée. Et ici,
on suppose que la holding soit à l'IR ou à l'IS, ça va être la même chose. Ce qui va différencier, ça sera la sortie éventuellement de l'argent de la société. Si c'est à l'IR, bah, les enfants peuvent librement sortir. On peut avoir une répartition inégalitaire en plus. Et si c'est à l'IS, on a le PFU. Donc ici, hein, ça s'applique au holding à l'IS et à l'IR. Je donne la pleine propriété, j'ai DMTG. La donation efface la plus-value. Si, au moment ici, les enfants apportent à la holding ici, donc ici j'ai l'opérationnel, eh bien je vais avoir la plus-value, un apport est une mutation à titre onéreux, et donc j'aurai une plus-value qui sera calculée entre la donation ici et l'apport. Et si à 6 ans, on peut constater une plus-value. Si l'apport a lieu juste après la donation, il n'y a pas de plus-value. Hein. Le prix n'a pas changé. Non, c'était par la suite, en fait, qu'on a déjà fait toutes ces opérations. Oui. Et c'était si le donateur a besoin de revenus complémentaires, des liquidités. Oui. Oui, vous les réappropriez, quoi. Vous voulez reprendre ce que vous avez donné. Non, c'est pas reprendre, pas forcément, parce que alors j'ai pas Allez-y. suivi ce que vous aviez dit. C'est en fait, à un moment donné, on a fait l'apport, donc il n'y a plus de plus-value, des années après, donc il y a de la plus-value constatée. Oui. Et en fait, le donateur avait le droit, je sais pas quoi, et j'ai pas bien compris. C'est là où j'ai pas Ah, compris. oui, alors il ne faut jamais qu'il y ait réappropriation des fonds par le donateur, il ne faut jamais dire récupérer les fonds, hein. Non, bien sûr. Mais vous voyez que la société civile et la SAS permettent de dissocier l'avoir, le pouvoir, le droit financier et la jouissance. Je prends l'exemple du bateau, encore. Le rêve du client, c'est de faire le tour du monde sur un superbe bateau. Bien, imaginons que ici, on apporte à la holding et ensuite, la holding vend l'entreprise. Et les liquidités sont dans la société. Oui. Et la société décide d'acheter un bateau. Et les statuts prévoient que, dans l'objet social, que la société peut mettre son patrimoine à la libre disposition d'un associé, dont je fais partie, moi, donateur. Donc, la société achète le bateau et me le met à ma disposition. Donc, je peux utiliser, jouir des biens. Si ces biens sont producteurs de revenus également, je peux très bien appréhender, grâce à la répartition inégalitaire du dividende, la majeure partie du dividende. Il n'y a pas de nécessité d'avoir un usufruit ici. L'inégalité du dividende, voilà, eh bien je vais percevoir, si ce sont des immeubles locatifs, je vais percevoir, moi, minoritaire en capital, mais majoritaire en droit de vote et en droit financier, je peux percevoir la majeure partie du dividende. Éviter toujours la réappropriation. Mais on me dit, ça c'est de l'abus de droit. Je dis, il peut y avoir abus de droit s'il y a une économie fiscale. Démontrez-moi l'économie fiscale. Si je prélève l'essentiel du dividende, mon taux marginal d'imposition est fort probablement supérieur à celui de mes enfants. Non seulement ça, mais si je décède et que je n'ai pas consommé les revenus que j'ai perçus, eh bien, ils seront taxés au droit de mutation à titre gratuit. Donc, je ne fais aucune économie fiscale. Donc, si je ne fais pas d'économie, où est l'abus de droit? Ça va? Oui, mais à un moment